Bonjour à tous et bienvenue sur notre chronique Le mental à la loupe. Bonjour Sandra et Jonathan. Salut Jérôme. Salut Jérôme, Donc, salut Sandra. On est là, Salut Jonathan. on est là pour le deuxième épisode après celui du mois dernier consacré un petit peu à la préparation mentale en général. Là, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet aujourd'hui avec une émotion que tout le monde connaît, donc le stress. Et c'est Au le secours. moment, effectivement. Au secours, au secours. Mais non, pas tant. Pas tant, il y a des outils, il y a des choses. Comme toujours. Ouais. Tu as toujours une boîte à outils avec toi, Jonathan. Ben, en tout cas, c'est vrai que le stress, comme tu le dis, il a tendance à être connu par beaucoup. Et parfois même un peu confondu, parfois méconnu parce qu'en fait, on arrive à utiliser fréquemment le mot stress. C'est ah non, ça me stresse. Ah non, telle chose, ça me stresse. Mais moi, en ce moment, nous stresse en plus. Oui, il y a beaucoup de stress. En fait, c'est un mot, une nominalisation, hein, qui impacte beaucoup la vie des gens et en même temps, qui est un peu un mot fourre-tout. Moi, j'aime bien ramener ça au sens du mot anglais qui veut dire contrainte en fait. Stress en anglais. Donc, Exact. Ouais, c'est vrai. ouais. C'est Ouais, une contrainte physique et on oublie. psychologique. En fait, le stress, dans cet épisode, moi, ce que j'avais envie de voir avec vous, c'était de vous proposer d'abord un état des lieux sur le stress. Qu'est-ce que le stress ? Et qu'est-ce que ça n'est pas ? Et à ce moment-là, à partir du moment où ça n'est pas quelque chose, ça veut dire que ça va être Autre chose. autre chose et ça va être de l'anxiété. On ne peut pas parler de stress sans parler d'anxiété aujourd'hui. Et on ne peut pas parler non plus du stress sans évoquer la possibilité qu'il y ait un stress positif, notamment pour les sportifs, mais aussi un stress négatif. On verra même que le stress a un impact particulier dans la performance et que parfait sans être stressé, ça va être très compliqué. On dit souvent que le monde actuel est plus stressant. Est-ce que ça veut dire que nos ancêtres étaient moins stressés ou... Alors, Il mettait pas encore le mot Je dessus, sais c'était pas, pour voilà. ça. il ne mettait pas le mot dessus, néanmoins, il connaissait le stress. Voilà. En fait, pour faire très simple, le stress, c'est une réaction physiologique à une contrainte extérieure. C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer que nos ancêtres, lorsqu'ils sortaient de leur grotte, par exemple, Donc là, on va vraiment très loin dans là les on va ancêtres. très très hein. loin, là c'est les tout premiers ancêtres. Très bons sprinteurs, hein, quand il y avait un ours des cavernes qui courait derrière. Mais on peut imaginer que, en fait, face à l'ours des cavernes, le stress était quand même un sacré allié pour pouvoir rester en vie. Et c'est la fonction principale du stress, c'est cette réaction physiologique qui va à un moment donné créer une augmentation du rythme cardiaque, un déplacement du sang sur les gros groupes musculaires, autrement dit souvent les membres inférieurs, pour pouvoir faire quoi ? Pour pouvoir courir et fuir. D'étaler totalement. Mais c'est un petit Exactement. peu, donc du coup, ce qu'on appelle aussi de l'adrénaline. Alors, Ou est-ce qu'il y a une l'adrénaline, différence ? lorsque le stress arrive, va se déclencher, il va avoir un impact sur notre système nerveux autonome. Donc, il va activer le système qu'on appelle le système sympathique. Et ce système sympathique, qui se déclenche quand rien n'est sympathique autour de nous, hein, en gros, pour faire très court, mais en sachant aussi que en sport, pour un sportif, c'est le système sympathique qui va se déclencher même pendant un entraînement, parce qu'on va mettre une contrainte extérieure sur le corps et on va stresser le corps pour qu'il puisse s'adapter. Donc le stress, il est fondamental dans l'entraînement. On stresse l'organisme pour qu'il puisse rebondir et progresser. Donc lorsque le système sympathique il est mis en place, va se déclencher toute une cascade d'hormones, notamment deux en particulier, le cortisol et l'adrénaline. L'adrénaline qui va créer ce focus attentionnel et cette décharge énergétique qu'on peut ressentir et qui, des fois, on met un temps avant d'être drainé, ce qui fait qu'une personne peut avoir été soumise à un stress et va continuer de trembler derrière. Ça, c'est l'adrénaline. D'accord. L'autre chose, c'est le cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress par excellence. Notre organisme sait très bien le drainer, puisque son principe, c'est d'aller vers l'homéostasie. Mais ça va lui prendre un certain temps. Donc, pourquoi est-ce qu'on parle de ça ? Notamment du cortisol, parce qu'il est assez courant d'entendre que le stress fait grossir.
Je ne sais pas si vous avez entendu Ouah, déjà bah, parler de ça. Non, je savais certains, pas. c'est l'inverse hein, quand même. Hein. Alors, ça dépend de sa réaction au stress. Évidemment, chaque personne est unique. Pourquoi le stress fait grossir? En tout cas, quand, je ne sais pas, quelqu'un est dans un sport à catégorie de poids a du mal des fois à passer sous le poids voulu. Par moment, ce n'est pas une question de nutrition, ce n'est pas une question d'entraînement, c'est une question de stress. Le cortisol, lorsqu'il augmente, il vient fixer le sodium. On rentre un peu dans le détail, mais c'est assez Non, mais c'est intéressant. Parce qu'en même temps, il y a aussi beaucoup de personnes qui disent que moi, quand je suis stressée, je mange. Mais en fait, du coup, ça n'a rien à voir avec la nourriture si on grossit à cause du. Enfin, Déjà, s'il y a une prise de poids par rapport au stress. Déjà de base, en fait, le stress va va augmenter en fait le sodium. Donc du coup, il va y avoir une forme de rétention d'eau et va baisser le potassium. Ok. C'est le foie qui vient réguler l'équilibre entre le sodium et le potassium. Et donc lui va bosser beaucoup plus. Et le fonctionnement du foie, c'est de booster la glycémie. Donc c'est lui qui régule la glycémie. Donc il va se mettre à stocker davantage de sucre. Donc on a plus de sel, on a plus de sodium, on a plus de sucre. Et qu'est-ce qu'on a fait pour ça? On a stressé. Donc un stress installé longtemps, il va avoir un impact bien au-delà juste du geste sportif. Il va avoir un impact sur notre physiologie et du coup même sur notre corps, sur notre image du corps, sur notre régulation du sommeil, sur un paquet de paramètres au quotidien. D'où l'intérêt d'apprendre à le réguler. Ah bah oui. 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 Maintenant, souvent il y a un amalgame. Lorsqu'on parle de stress, on parle vraiment d'une réaction physiologique à un événement extérieur. Par exemple, telle nouvelle me stresse. Tiens, tu passes à ta compétition, tu pensais que c'était dans 1 heure. En fait, non, c'est dans 1 demi-heure. Stress, réaction extérieure. Réaction, intérieure face à une réaction extérieure. Maintenant, lorsqu'on se met à stresser en amont d'une performance, d'un objectif, d'un enjeu, à cet instant, on ne pourra plus exactement parler du stress, même si c'est fréquemment utilisé, on parlera à ce moment-là d'anxiété. Et l'anxiété, la différence entre les deux, le stress est une réaction physiologique, l'anxiété est une émotion. Et c'est un affect qui va arriver parfois 3 semaines avant une épreuve, par exemple. Oh, je suis stressé avant ma compétition dans 3 semaines. En fait, non, je ne suis pas stressé, je suis anxieux. Et cette anxiété va avoir des réactions plus ou moins similaires avec le stress. Le souci de l'anxiété, c'est que lorsqu'elle est installée, on va parler à ce moment-là d'anxiété dite chronique. Elle va perdurer en fait. Le stress, c'est à l'instant T, donc ça va être de courte durée. Oui. Et l'anxiété, c'est plus du long terme. Exact. Ok. Exact. À tel point d'ailleurs que, par exemple, on mesure le stress à l'effort pour un sportif. On sait que si on stresse le corps sur un entraînement, par exemple le lundi, a priori, le mercredi, le jeudi, il n'y a plus de raison d'avoir un stress. On parle de stress fonctionnel qui va durer entre 1 et 4 jours. Si au-delà des 4 jours, on a encore les sensations de stress, en tout cas les symptômes du stress, qu'on va parler de la fatigue, de difficultés de sommeil, un impact sur l'humeur, une régulation cardiaque différente qu'on pourra avoir avec les capteurs. Si ça continue, on va parler d'un stress induit, symptomatique, donc on va surveiller. Et à cet instant, on va rentrer dans la surveillance pour éviter le surentraînement, le syndrome de surentraînement. On parlera de syndrome de surentraînement si tous ces marqueurs sont toujours là entre 8 à 10 semaines après. Semaine. Ouais. Ah ouais, quand même. Ben oui, parce qu'en fait, on s'en rend pas compte. Et puis, un sportif peut s'entraîner tous les jours. Si son organisme ne sait pas drainer le stress et qu'il l'accumule, il va y avoir potentiellement, à un moment donné, le syndrome de surentraînement. Donc, qui est une espèce de... C'est le burn-out du sportif. Alors, justement, aussi, on parle souvent de déstress. Comment est-ce qu'on peut arriver à enlever le stress? Alors... Stress ou anxiété? Non, là, Le pour le coup, stress. Alors, si on reste sur le stress, comment on enlève le stress? Déjà, je te propose une autre question. C'est est-ce qu'il faut enlever le stress? Oui, déjà. Mais comme on a dit, positif ou négatif? Eh oui. Mais pourtant, on parle de déstress souvent. Donc, Et ouais. Sauf que il va y avoir 2 types de sportifs. Tu vas avoir des sportifs qui vont être très stressés et il y en a d'autres qui vont être en hypoactivation, donc pas assez stressés.
Donc c'est toute la difficulté, c'est de comprendre quel genre de sportif vous êtes et de savoir réguler ce stress. Finalement, il ne s'agit pas de savoir euh, s'il est là ou pas, c'est de savoir quand il est là, quoi en faire. Il y a en préparation mentale et en psychologie du sport, on a la théorie du U inversé qui a été développée dans les années 80 et qui montre, en fait, il faut imaginer un U inversé, comme son nom l'indique, où le pic, en fait, est le pic optimal de performance. C'est-à-dire qu'au début, on n'a pas assez de stress, on n'est pas assez réveillé, on n'est pas assez nerveusement, cognitivement actif. Arrivé au sommet, à ce moment-là, on va avoir notre pic de performance, les réactions, les choix sur le terrain, la prise de décision, la vitesse de pensée, tout ça va fonctionner à plein régime. Si le stress continue, à ce moment-là, la performance va diminuer. Donc là, il faut vraiment savoir où est-ce qu'est le sommet du U et y rester en fait. Oui, c'est ça. C'est compliqué. Ouais. Ah. C'est très compliqué et c'est surtout très compliqué si on cherche à avoir cette réponse en compétition. D'accord. Comment on fait ? Il faut le travailler à l'entraînement. C'est toute une partie de l'entraînement mental que d'apprendre à repérer lors des entraînements la zone de stress où je suis idéal, où je suis dans la zone. Alors, Donc ça veut dire aussi que tous les sportifs stressent avant par exemple une compétition. Enfin il y a pas donc du coup parce que parfois on dit il a l'air un peu trop en détente. Ouais. Ou il a pas l'air stressé par exemple. Et Oui. quand il y en a d'autres qui sont extrêmement stressés. Ouais. Donc mais quand même c'est-à-dire que tout le monde même face à quelque chose est stressé à un moment ou à un autre. Ouais. OK. En fait, la perception à l'extérieur du stress, elle va pas forcément se voir. L'anxiété va se voir, très souvent, parce qu'il va y avoir un non-verbal associé à cette anxiété. La respiration va être différente, il va y avoir... c'est une émotion qui est souvent guidée par la peur. On va se retrouver avec un certain écarquillement des yeux, presque l'impression du lapin pris dans les phares, quoi. Le stress peut être vécu, quelqu'un de très stressé peut le vivre de manière très Totalement interne, intérieur. ouais, OK. et ne pas trop se voir. Mais on n'arrive pas sur une ligne de 100 mètres en étant pas stressé alors qu'il y a des milliers de regards tournés sur nous. Par contre, on peut arriver avec uniquement le bon stress, se dire ok, là je suis suffisamment stressé pour avoir l'effet tunnel, c'est-à-dire la vision qui se rétracte, et une espèce d'hyper focalisation que sur les éléments intéressants, c'est-à-dire les éléments qu'on maîtrise, les actions, la succession d'actions que je dois mettre en place, mais ça me focalise là-dessus. Le stress vient aider, comme si finalement il agissait comme une loupe. Bien vu ça. On peut vous prêter la nôtre. Non, mais donc c'est fou que vraiment il y a un travail qui est fait sur ce temps, enfin ce temps qui est assez restreint en fait, pour pouvoir rester au bon endroit pour se dire ok là je suis prêt. Exactement. Alors que le stress on le voit effectivement en général plus comme une peur. Enfin plus comme quelque chose, c'est oh non j'ai pas envie d'être stressé, j'ai pas envie d'être stressé quoi. Ouais. Souvent d'ailleurs en plus quand on dit j'ai pas envie d'être stressé, j'ai On pas est envie d'être clairement stressé, stressé. on est déjà stressé. Du coup, j'ai une question à te Puissance poser. 1000. Il y a un mois, tu parlais des cercles, du coup, en préparation mentale. Oui. Est-ce qu'on peut gérer le stress tout seul ou il faut quand même une aide extérieure ? Alors, il faut une aide extérieure, souvent. On peut tout à fait le gérer tout seul, mais il faut une aide extérieure déjà dans la compréhension que l'aide extérieure peut être stressante. Puisque le stress, c'est une réaction à un environnement, à un élément extérieur. En gros, le cercle peut amener encore plus de stress. Et c'est ça. Ouais. Autrement dit, un parent peut Oui. stresser, même s'il pense bien faire, même s'il a envie de bien faire. Un entraîneur peut stresser. Donc tout ce qui est en dehors, donc effectivement sur les 5 cercles dont on parlait sur le premier épisode, tout ce qui est à l'extérieur du premier cercle peut être stressant. Donc c'est au premier cercle, donc c'est à l'athlète d'apprendre à gérer ce stress-là, cette résistance au stress. Donc maintenant, il y a des outils pour apprendre à gérer le stress. Par exemple, il y a 2 outils qui ont été largement
étudié dans différentes publications scientifiques la méditation, la respiration. Aujourd'hui, on sait que alors, la plupart des études montrent que au partir de 8 semaines, et une pratique de méditation ou de technique de respiration particulière, dont on parlera après, on va avoir un impact sur le stress. Et du coup, sur le cortisol qui vient nuire à la mélatonine, donc à l'endormissement. Donc, en travaillant sur le stress, par la respiration et la méditation, on va avoir un impact sur le cortisol, on va avoir un impact sur la mélatonine, on va avoir un impact sur le sommeil, on va aussi avoir un impact potentiellement sur le poids, on va aussi avoir un impact sur les autres émotions qui vont nous traverser au fur et à mesure d'une journée. Et là, tu parles de 8 semaines, mais du coup, si on a du retard dans ce travail-là, est-ce qu'on peut rattraper le retard avant une compétition ou c'est un peu compliqué ou... Alors, oui, on peut rattraper le retard. Ça va pas être l'idéal. En fait, ça va être fonctionnel, mais on n'aura pas travaillé sur la cause du stress. Donc, le problème du stress en préparation mentale, c'est que c'est un travail, c'est une expression d'un travail ou d'une problématique de surface. C'est ok, je ressens du stress, alors que très souvent il y a un fond derrière. Il y a un travail de fond. Par exemple, quand je rentre sur le stade, j'entends le public, je stresse. Ok, ça peut être un travail de fond, un travail de surface, pardon, qu'on peut aborder. Ok, à travers de la visualisation, visualise uniquement ce qui doit te concerner. Néanmoins, ça sous-entend que potentiellement il y a un travail sur le regard des autres, qui est plus un travail de fond et qu'il faudra faire plus tard. Tu vois. Donc très souvent, si on travaille sur le stress à la dernière minute, un préparateur mental ne sera pas en train de dire tiens, ça c'est magique. Il sera en train de dire ok, voilà une technique pour gérer ce symptôme-là, ce moment-là. Mais derrière, on en reparlera pour éviter même d'avoir besoin de ce genre de technique pour avoir fait, pour être libéré en tout cas du mauvais stress, quoi. Donc bien comprendre pour nous, hein, et pour vous les auditeurs, quand vous stressez, qu'est-ce qui vous fait stresser? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et se poser cette question-là afin d'arriver à définir quel est l'élément déclencheur. Est-ce que, même si c'est hors sport, est-ce que c'est la charge de travail dans une journée qui vous stresse pour votre entraînement en fin de journée? Est-ce que c'est réellement la charge de travail? Est-ce que c'est réellement l'entraînement? Ou est-ce que c'est derrière l'envie de tout bien faire? L'envie d'être perfectionniste? L'envie d'arriver à faire trop de choses parfois? Et c'est peut-être ça le travail de fond. Néanmoins, il y a quand même des outils de surface qu'on peut utiliser. Par exemple. Oui, voilà ce que moi, je veux justement les. Okay. Quels sont les outils? Qu'est-ce qu'on pourrait prendre dans ta boîte? Ok, j'ai 2 outils à proposer aujourd'hui. Le premier, il est assez mainstream aujourd'hui, c'est l'outil de la cohérence cardiaque. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. Pas du tout. Génial. Ok. L'outil de la cohérence cardiaque, c'est un outil qui a été développé depuis les années 80, qui est largement utilisé aujourd'hui dans le milieu médical. C'est une technique de respiration toute simple où on va proposer à la personne d'inspirer sur 5 secondes et de souffler sur 5 secondes. Ça va donner une respiration. C'est très curieux d'ailleurs parce qu'il y a certaines personnes, je leur demande, ok, montre-moi comment tu respires, et ils me font... Et mais on aurait fait la même. Je dis, mais ça, c'est pas une respiration, ça. Ça, c'est une inspiration. Oui, c'est une inspiration. Oui. Mais alors, donc, du coup, comment? Alors, on inspire et on souffle, et ça fait une respiration. Respirer, c'est... Ok, dans les deux sens. C'est les deux. C'est les deux. C'est on rentre et on sort. Ouais. La première chose, c'est d'arriver à caler notre respiration sur 5 secondes, 5 secondes. L'effet, derrière, ça va être de réguler notre système nerveux autonome. C'est-à-dire cette balance qu'il y a avec le système sympathique et le système orthosympathique. On vient équilibrer les deux systèmes. En activant un processus autonome qui s'appelle le basoréflexe. Alors ça, c'est pour rentrer un peu dans le détail. Le basoréflexe qui va s'activer au bout de 20 secondes de respiration. Le principe, c'est en inspirant et en soufflant, en activant le basoréflexe, au bout de 20 secondes, il va y avoir un rééquilibrage à l'intérieur du niveau de cortisol, de l'hormone du stress. Donc, en faisant ça, je ne vais plus réussir
puisque je n'aurai plus la totalité du carburant du stress pour pouvoir stresser. Autrement dit, je vais pouvoir penser à quelque chose qui me stresse, mais sans en ressentir pour autant les effets. Donc en 20 secondes. Alors, en 20 secondes, ça commence. L'idéal, c'est de le faire 5 minutes. Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites dessus et il y a beaucoup de choses aujourd'hui qu'on retrouve qui n'ont pas forcément de validité scientifique. Par exemple, on propose de faire ça pendant 6 ou 7 minutes ou de faire 6 secondes ou 7 secondes d'inspire ou d'expire. Aujourd'hui, la plupart des études efficaces montrent que c'est 5 secondes. Et l'idéal, c'est de faire ça pendant 5 minutes. Il n'y a pas besoin d'en faire plus. On n'aura pas davantage d'effets. Mais au bout de 5 minutes, on a la totalité des effets efficaces. Mais qu'est-ce que 5 minutes dans une journée en plus? Donc en fait, c'est quand même un outil qui est relativement rapide pour à un moment atténuer justement une situation dans laquelle on est. Complètement. Mais c'est waouh. Non seulement il est rapide, mais en plus de ça, il a une durée de vie dans le temps. C'est-à-dire qu'en fait, on constate qu'il y a un effet de la cohérence cardiaque après l'avoir fait sur les heures ensuite. Alors, on estime à 4 heures. Là-dessus, c'est un peu moins clair, un peu moins arrêté. Mais par contre, ça propose un regard qui est finalement, si on fait de la cohérence cardiaque à peu près toutes les 4 heures, on va se retrouver à avoir lissé dans une journée notre niveau de stress et on va l'avoir géré de plein de façons. Par exemple, si on fait nos 5 minutes à 8 heures du matin, en train d'écouter, tout en écoutant le podcast, tout en étant dans la voiture, tout en allant à l'entraînement, c'est tout à fait possible de le faire tout en roulant. Ça va couvrir à peu près la régulation du stress sur toute la matinée. Je recommence à midi, ça m'amène jusqu'à 16h. À 16h, je recommence. Et ça m'amène jusqu'à 20h. Donc, mais du coup, si ça marche et donc c'est prouvé, est-ce que tout le monde le pratique, à haut niveau par exemple Alors, certains le pratiquent. Certains sont très à l'aise avec. Je prends les quelques sports dans lesquels j'interviens et que je connais bien, l'apnée, en golf, en escalade. On va de plus en plus d'athlètes, en tout cas, utilisent cette technique-là. Parfois, c'est la veille de la compétition pour pouvoir arriver à mieux s'endormir, puisque ça vient permettre que la mélatonine vienne fasse son travail correctement. D'autres, c'est des fois entre sur la journée de la compétition, entre 2 combats de judo, entre 2 blocs en escalade, entre 2 coups en golf, par exemple. Donc, c'est un outil qu'on peut facilement insérer. D'autant plus que si les effets commencent à partir de 20 secondes, et si on n'a pas 5 minutes, c'est pas grave. On se dit, hey, je le fais pendant 2, c'est déjà ça de prix. Pendant 3, même pendant 1, c'est déjà ça de prix. Mais donc ça marche vraiment pour tout le monde alors. Alors là-dessus, je pense que Jérôme, il a envie d'essayer là. Ça m'intrigue. Pour ça fonctionne pour tout le monde. C'est-à-dire que c'est un principe physiologique, quoi. Ouais, c'est pas. L'idéal, ça va être d'inspirer par le nez. Et si on peut le faire ensemble, on peut prendre une minute. Allez, allons-y. J'étais pas stressée, mais là, du coup, je stresse. Donc, Ok, c'est tout simple. En fait, la seule chose particularité à la rigueur à laquelle on doit penser, c'est d'éviter de bloquer notre respiration. Ok. Tout simplement pour une raison toute bête, c'est que lorsque je coupe ma respiration, on peut très bien imaginer que ça vient stresser mon corps. Parce que quelque part, à l'intérieur, il y a cette petite partie qui gère le bon fonctionnement de mon corps qui va se dire « Oh le con, il a coupé l'arrivée d'air. » Le tuyau marche plus. Voilà. Un plombier. Donc, le principe, c'est j'inspire sur 5 temps, sur 5 secondes et je souffle. Sur 5 secondes. J'inspire et je souffle. On continue, j'inspire. Moi, ce que je fais, c'est que je pose ma main sur mon genou et puis je fais mes 5 secondes en bougeant les doigts. Ça me permet d'avoir un comptage. J'inspire. Je souffle. Faites-le en même temps que nous. Oui, parce que sinon, ça va être un peu... En fait, 5 minutes, c'est long finalement quand on le fait. Ouais, avec un micro, avec une caméra, ça semble encore un peu On fait un peu long, de l'ASMR là.
et on souffle. Ok. Là, par exemple, on a fait 1 minute. Donc, ça fait déjà 40 secondes que notre vasoréflexe est activé. Naturellement, les effets, ça va être un ralentissement du rythme cardiaque. Totalement. Ça fait du bien, par contre. Ah bah oui, ça fait énormément de bien. C'est typiquement pas une respiration qui vient ralentir, détendre, rendre amorphe. C'est pas du tout le principe, puisque le but n'est pas d'aller vers de la détente, auquel cas on irait d'un extrême à un autre. Le but de cette respiration, c'est de revenir en mode neutre. Donc, certaines personnes, des fois, disent « Oui, mais ça ne m'a pas détendu. » Non, ce n'est pas le but. Ou, il y a d'autres outils pour ça, mais ce n'est pas celui-ci. Il y a d'autres outils, il y a d'autres types de respiration qui sont plus profondes, qui utilisent le système de la respiration ventrale, par exemple. Mais là, ce n'est pas le but. On ne va pas offrir face à un stress une réponse de détente. On va offrir face à un stress un outil de gestion et de régulation. Donc ça, c'est le premier outil. Là, il y a un moyen mémotechnique. C'est pas moi qui l'ai inventé. Hein, j'ai plus le nom du créateur en tête. C'est 365. Ça veut dire 3 fois par jour. Le 6, c'est pour 6 respirations par minute. Donc 6 respirations par minute, ça nous fait une respiration qui dure 10 secondes. Donc 5 d'inspire, 5 d'expire. Et le 5, c'est pour les 5 minutes. Donc, ok. Oui. 365. 365. Un chiffre facile à retenir. C'est assez simple. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que même si on pense à cet outil sur des moments de compétition, il est hyper intéressant d'y penser sur les moments d'entraînement. Notamment les moments d'entraînement où la charge monte de plus en plus, où la charge est assez intense, pour pouvoir mieux récupérer de l'entraînement, par exemple en faisant cette technique juste après l'entraînement ou sur la phase de récup, d'étirement. Il y a plein de moments où on peut caler ça pour permettre de plus facilement, elle n'était pas facile celle-là, c'est pas grave, se remettre dans l'entraînement pour pouvoir passer au suivant. Et est-ce que par exemple c'est quelque chose que l'on... Parce que là c'est par exemple une fois qu'on est stressé, on va pratiquer effectivement ces 5 minutes quand on le peut pour essayer d'atténuer. Mais est-ce que cette pratique, par exemple, si on la fait quotidiennement, plusieurs fois, donc par jour, est-ce qu'il y aurait un intérêt ou est-ce que c'est vraiment propice à un instant T ? Alors, il y a un intérêt à l'utiliser fréquemment, tout simplement parce que les environnements, en tout cas les contraintes extérieures, elles ne vont pas s'arrêter de nous faire stresser. À commencer par le téléphone dans la poche, à commencer par un mail qui arrive tard. Donc, on aura toujours, malheureusement... C'est vrai qu'on est toujours sollicité. Ouais, il y aura toujours cette sollicitation-là. Par contre, on va travailler au fur et à mesure ce qu'on appelle la résistance au stress. Une personne qui va pratiquer régulièrement cet outil, et puis d'autres aussi, hein, mais en tout cas, par exemple, cet outil-là, va devenir plus hermétique au stress. Elle va devenir plus résistante au stress. Et même si, à un moment donné, elle fait une pause dans l'utilisation de cette technique, on verra qu'elle aura plus de facilité à répondre à certains événements extérieurs pour pouvoir être efficace. Et voire même, certains stress ne la toucheront quasiment plus. Donc ça peut être quand même clairement bénéfique à long terme, en tout cas pour la gestion du stress. Oui. 5 minutes dans une journée. Ouais. Enfin, régulièrement. Mais... Ensuite, puisqu'on parlait des sportifs, c'est efficace. C'est efficace pour tous les professionnels, les entrepreneurs, évidemment. C'est aussi efficace pour les entraîneurs. Moi, je connais pas mal d'entraîneurs qui pratiquent cet outil-là, bien que les athlètes, eux, ne l'utilisent pas forcément, mais qui, eux, l'utilisent parce que ça peut être sacrément stressant, cette position d'entraîneur en compétition, mais ça peut aussi être le cas pour des parents qui pourraient avoir besoin d'apprendre à gérer leur propre stress. Donc, et des fois, sans même que ça se voit, ils sont là, ils regardent, et puis ils sentent le stress arriver, puis simplement, ils respirent. Oui, mais justement, est-ce que les parents de sportifs comprennent qu'ils doivent gérer ce stress ou souvent Ah là, ça, c'est un autre débat. Ouais, c'est un grand débat. En fait, il y a plusieurs cas de figure. Hein. Il y a les parents qui sentent qu'ils deviennent une aide. Il y a les parents qui sentent
qui deviennent plutôt une contrainte. Et qui se remettent un peu en retrait du coup. Et qui se mettent un peu en retrait. Et puis il y en a d'autres qui ne se posent pas la question. Oui, voilà. Ils font Donc, ça, quoi. là, on parle de la partie qui ne Oui, se pose pas la question. Souvent, ceux qui se posent la question sont en train de trouver des solutions. En tout cas, ils en cherchent. Tu vois. Donc ça c'est pour le stress, la première technique. Maintenant, je voulais vous proposer une autre technique qui est lorsqu'on assimile un peu le stress à une réaction plus émotionnelle. C'est par exemple, tiens, on est à la frontière entre le stress et l'anxiété. Donc l'idéal de cette technique, elle va se baser sur un outil qui est l'imagination et la construction symbolique de psycho-affective. Alors ça c'est pour les termes un peu complexes, mais en gros, notre cerveau, si on utilise des symboles, ça va lui parler. On va avoir un impact dessus. Pour ça, on va penser à quelque chose qui nous stresse ou qui nous a stressé et on va imaginer quelque chose. On va imaginer qu'on peut donner une forme à ce stress. Alors pas à ce, oui, à ce la stress raison ou du en tout cas à la manière de le vivre, au ressenti. Okay. Ça peut être un objet ou par exemple Alors, ça Ouais. va pas être un objet. Non. On va imaginer quelque chose, c'est que cette forme-là va être un rond. Le présupposé pour la technique, c'est plus pour aider la technique. Ça ne veut pas dire du tout que c'est une vérité, mais c'est pour aider à cette technique-là. Par exemple, je vais me concentrer sur une situation où je ressens du stress. Je vais me rappeler cette situation-là et je vais me rappeler le stress. Imaginons quelque chose, c'est que ce stress-là, il tourne sur lui-même. Un peu comme s'il était en train de revenir. On peut imaginer que s'il ne tournait pas sur lui-même, il serait sorti, il aurait été évacué, et puis on n'en parlerait plus. La question, ça va être, quand tu penses à une situation qui te stresse, ce stress-là, tu le vis comment ? Et imaginons qu'il tourne, dans quel sens il tourne ? Est-ce qu'il va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre ? Est-ce qu'il va tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ? Est-ce qu'il va tourner sur un plan frontal ? Un plan latéral, et vous pouvez le faire, hein. Les yeux ouverts ou les yeux fermés. Moi, je suis en train d'essayer. Je suis en train d'essayer, moi. Ok. Mais ça tourne pas très rond. Alors, On savait déjà ça. le but, c'est que ça tourne. C'est pas forcément que ça tourne rond. Puis, mentalement, vous pouvez même le faire les yeux fermés si ça vous aide à mieux vous concentrer sur vos ressentis. Mentalement, une fois que vous avez remarqué, vous avez constaté, vous avez ciblé cette sensation, imaginez quelque chose, c'est qu'elle accélère, qu'elle devienne un peu plus rapide. Attention, c'est le moment inconfortable. Que vous pouvez l'accélérer, voire même entendre ce mouvement d'accélération, comme si ça faisait un son. Ça faisait... Normalement, vous devriez sentir que c'est pas génial. Pas très confortable. C'est pas très confortable. Maintenant, imaginez, puisque vous avez appris à l'accélérer, que vous commenciez à le faire ralentir. Ralentir. Ralentir jusqu'au moment où ça se stoppe complètement. Ça aide les sons. Ça aide, hein. Ça Maintenant, Mais il a bossé, je pense, hein, le bruitage. on pourrait Ça même partir dans le sens inverse. Une fois qu'on l'a arrêté, on pourrait très bien imaginer que la sensation part dans le sens inverse. En fait, derrière, on n'est pas en train de stopper le stress, on est en train de dire que le stress a le droit de continuer, mais de partir dans une autre direction plus pertinente. Que celle qu'on aura décidée, en fait. Ouais. Et donc, du coup, ce symbolisme des ronds aide à mettre ça Exactement. en image. C'est un support psycho-cognitif pour pouvoir agir sur l'émotionnel. Cet outil-là, il est assez génial pour travailler sur un paquet d'émotions. On arrivera rarement, mais ça peut, à complètement stopper l'émotion. Par contre, parce que notre cerveau, il aura cette faculté de nous dire, mais attends, j'ai créé ça pour une raison, et toi tu l'arrêtes. Attends, moi je le redémarre. Le but du jeu, à ce moment-là, c'est de ne pas s'opposer à notre mental. C'est de s'allier et de lui dire, tu as le droit de continuer à être là, par contre, juste dans cet autre sens. Et derrière, ça vient répondre à une question, c'est que le stress, très souvent, est porteur d'un message. Et ce message-là, on ne veut pas l'arrêter, on ne veut pas dire au messager qui est notre corps, chut, tais-toi, ça suffit, je ne veux plus t'entendre. C'est plutôt de dire, ok, qu'est-ce que tu veux me dire ? Et voilà, en fait, il faut l'accueillir.
c'est l'accueillir, mais pas s'arrêter à cette première étape. C'est dire, ok, t'es là, mais pourquoi t'es là? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, mon corps, mon cerveau s'est dit qu'il y avait une menace potentiellement, qu'il y avait besoin de créer ce signal, en tout cas d'attirer mon attention, et de quelle autre façon, une fois que j'ai entendu le signal, que j'ai compris ce signal-là, que j'ai trouvé les triggers, de quelle façon je peux utiliser ce stress pour peut-être le comprendre différemment, peut-être se dire, ok, je ressens du stress, ça veut dire qu'il y a une partie de moi qui est en train de se préparer. Peut-être un peu trop tôt, peut-être un peu trop fort, mais il y a un truc qui est en train de se préparer à l'échéance. Et l'important, c'est d'être prêt. Donc, avec ces deux outils, il y a de quoi reprendre un peu la maîtrise avec le stress, mieux le gérer, mieux le comprendre, et peut-être même s'en faire un allié. C'est vrai que c'est finalement relativement temps, simple et on peut faire ça tout seul presque. Enfin, ouais. Mais comme on dit, de toute façon, il faut écouter son corps, donc c'est aussi des appels qui nous font. Et apprendre à pas juste entendre, mais vraiment écouter et donc en apprendre quelque chose. Complètement. Waouh. Ça va mieux. Non, mais ça fait. On vient de passer par les sessions là. Non, mais c'est effectivement particulier. Puis c'est vrai que nous, du coup, c'est pas quelque chose que. Enfin, moi, à titre personnel, c'était pas quelque chose que je pratiquais. Donc ça fait. C'est bizarre. La première fois, ça reste bizarre en fait de faire ça. Mais sûrement bénéfique, en tout cas à long terme. Peut-être qu'il y a déjà des auditeurs qui le pratiquent. En tout cas, ça peut pas faire de mal, ça c'est sûr. Mais ouais, moi j'aurais essayé à la maison. En tout cas, vraiment, on a bien réussi à analyser ce stress, vraiment ce mot que tout le monde connaît sans forcément savoir ce qu'il englobe. Donc c'était vraiment vachement intéressant. Ouais. Mais moi, il y a un autre mot, par contre. Parce que si là, on a parlé du stress, mais on a parlé aussi un peu de l'anxiété, mais il y a aussi les angoisses, l'angoisse. Oui. Et c'est vrai que c'est un peu le trio perdant. Pas gagnant du tout. Mais qu'est-ce que les angoisses aussi Alors, les angoisses vont être une réaction émotionnelle vive qui vont en fait bloquer quelque part la totalité de l'individu. En tout cas, ça va aller vers ça. C'est souvent ce qu'on appelle aussi les panic attacks, les attaques de panique. L'angoisse, très souvent, derrière, on a une première expérience où il y a eu une première angoisse. Par exemple, qui a été très très vive. C'est, je sais pas moi, j'arrive dans un endroit et je ne sais pas pourquoi, mon cerveau a peut-être, à un moment donné, perçu quelque chose comme étant hyper menaçant et il a déclenché une cascade, une réaction très très forte. Très souvent, on va retrouver des peurs fondamentales, la peur de la mort notamment, même si on n'a pas forcément un contexte lié à la mort. Hein. Et la réaction va être tellement forte que certaines personnes vont aller aux urgences pour ça. Hein. Donc là, c'est plus rare quand même. C'est assez dévastateur quand même, Oui. l'angoisse. Que ça reste quand même du coup la plus forte entre le stress, l'anxiété. Alors c'est la réaction la plus forte. Ouais. C'est celle qui envoie vraiment aux urgences avec cette impression de je suis en train de faire une crise cardiaque. Quoi. Et du coup, est-ce que des sportifs ont déjà vécu ça en compétition? Alors, tu en as déjà entendu parler ou... Oui, c'est arrivé. Il y a des sportifs qui ont vécu ça. Il y a un très bon documentaire. Je ne sais pas si j'ai le droit de citer les plateformes. Si, nous on n'a pas de. Il y a un très bon documentaire. Je crois que c'est sur Netflix. Sur les angoisses de tennisman professionnels américains qui avaient des crises d'angoisse pendant les matchs avec vraiment cette sensation de je suis en train de mourir et tous les spectateurs vont me voir mourir. C'est assez rare et généralement ça arrive au moment où il y a un syndrome de surentraînement installé et l'angoisse est le dernier marqueur. Il y a de la fatigue, mais on y va quand même. Ok, je vais mettre des crises d'angoisse, comme ça j'aurai toute l'attention de quelque part du conscient pour bien qu'ils comprennent qu'il faut qu'il lève le pied. Quoi. Donc c'est très ponctuel. Le souci avec l'angoisse, c'est que régulièrement, la première crise est tellement forte qu'elle crée un système de peur d'avoir de nouveau la crise. Et en fait, ça, on rentre dans un qui peut également angoisser et qui peut en tout cas non pas angoisser mais créer de l'anxiété. Je suis anxieux, que ça recommence, j'ai rien compris à ce qui m'arrivait et à ce moment-là s'installe le système de la peur d'avoir peur. Donc l'angoisse ne nous fait plus peur, mais c'est la peur de l'angoisse
et de la crise qui vient nous polluer. Et en plus de ça, au moment où quelque chose de près ou de loin qui commence à ressembler à de l'angoisse, c'est la peur d'avoir peur qui vient augmenter, qui vient des fois même créer l'angoisse. Donc, plutôt c'est un peu l'escalade en fait. Ouais, plus tôt c'est pris en charge, mieux c'est. Souvent, ce ne sera pas forcément des préparateurs mentaux qui vont travailler sur les angoisses. Ça peut, ils auront quelques outils. Ça sera des psychologues, ça sera des thérapeutes. Mais c'est important en tout cas d'arriver à les remarquer, à en parler pour pouvoir les dépasser parce que c'est pas quelque chose qui vient stopper une carrière. Non, du coup, effectivement, c'est plus ancré, les angoisses. Mais c'est vrai que, du coup, c'est là où on peut se dire qu'il y a quand même une incompréhension, je pense, pour beaucoup de personnes. Parce qu'on dit souvent, non, mais là, je suis angoissée, alors qu'en final, je ne suis pas du tout angoissée. Je suis plus peut-être stressée. Et c'est vrai que, du coup, les mots sont peut-être mal utilisés sur la force, en fait, de ces émotions, qui sont le stress, l'anxiété, les angoisses. Alors, bien évidemment, on peut être angoissé. Mais on voit aussi que c'est l'émotion la plus vive, qu'une angoisse, à mon avis, est souvent plus un stress à l'instant T, qui peut après se transformer en anxiété et après, effectivement, en crise, parce qu'effectivement, l'angoisse, c'est plus des crises de panique, etc. Donc, c'est vrai que c'est bien quand même de faire ce parallèle entre les trois, parce que déjà, chaque mot a son importance, chaque émotion veut dire quelque chose, et que quand on arrive sur les crises d'angoisse, c'est pas une simple crise de stress, quoi. Complètement. Ça fait partie, tu sais, on parle de quotient émotionnel aujourd'hui. C'est-à-dire cette faculté qu'on va avoir de reconnaître nos propres émotions et de mettre les bons mots dessus et de les reconnaître aussi chez les autres. Et arriver à utiliser les bons mots pour les bonnes émotions, ça permet d'abord de mieux savoir de quoi on parle et de se rendre compte qu'il y a un côté crescendo, il y a toute une palette d'émotions et ça fait partie de la formation de l'athlète, mais même de l'humain, à mon sens, d'arriver à bien se connaître, se dire ok, là j'ai de l'appréhension, non, là j'ai du stress, là j'ai de la peur, là cette peur-là elle passe, donc c'est pas de l'anxiété, elle reste, elle est installée un peu, ça ressemble à de l'anxiété, ok, là je comprends rien à ce qui m'arrive, ça c'est de l'angoisse, et arriver en fait à mieux se comprendre et d'arriver à faire la même chose sur là je suis content, là je suis enthousiaste, là je suis complètement euphorique, c'est presque trop. Il y a la folie aussi après. Ouais, là je suis fou, là je plane, là je suis juste joyeux, c'est plus constant. Donc tu vois, et arriver à mieux se connaître, finalement ça sera arriver à mieux bouger les curseurs pour pouvoir être et à utiliser performant. les bons outils justement, parce que c'est vrai que comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est que chaque outil a son et la réponse aussi entre guillemets à une émotion. Donc on va pas gérer justement les angoisses ne vont pas être gérées de la même manière qu'un stress, comme on l'a dit tout à l'heure. Tu nous as donné 2 outils pour le stress. Si vous le faites alors que vous avez une crise d'angoisse, ça va pas fonctionner au final. Ça sera pas la meilleure, ça sera pas la meilleure solution, chose. Justement. Ouais. Et donc c'est vrai qu'effectivement bien se connaître et les émotions, on sait que c'est quand même ce qui traverse. Enfin, c'est le propre de l'être humain de toute façon. Et puis sans ça, ce serait triste surtout. On serait un petit peu vide. Mais non, regardez pas comme ça. Je rigole. Mais c'est vrai que voilà, comme on dit, si on trouve le problème, le vrai problème, etc., en tout cas on peut y apporter la solution avec le bon outil et le bon exercice. Exactement. Bon, du coup j'ai une question avant de terminer. Quand on est préparateur mental, est-ce que c'est plus facile de travailler une émotion qu'on connaît personnellement, qu'on maîtrise personnellement? Quand on a du vécu. Oui. Est-ce que le vécu aide à aider l'autre du coup? Le patient, si on peut dire. Oui et non. Alors, je reprends juste sur le patient parce qu'on n'a pas de patient, on n'a même pas de sportif. C'est quoi le terme d'ailleurs? C'est pas nos sportifs. Le préparer ou l'accompagner, le préparer, bien sûr. Ouais. Après, ça sera, c'est pas notre sportif à nous, c'est un sportif ou un client. En plus, patient, c'est vraiment pour le milieu médical. Puis moi, j'aime bien bosser avec des gens qui sont un peu impatients, de toute façon. Donc l'impatient, du coup. En fait, c'est à double tranchant. Si tu connais, par exemple, une émotion que tu as vécue, parce que tu l'as vécue et tu te dis, tiens, c'est la même chose, on parle de la même chose, ils utilisent les mêmes mots, potentiellement, ça va amener quelque chose, ça va amener, de ma part, une forme de projection. C'est-à-dire, je vais me dire, ma réalité est valable pour tout le monde. En tout cas, elle est valable, par exemple, pour Jérôme ou pour Sandra. D'accord. Et
Et ce qui serait faux, parce que moi, ce que j'appelle la colère, par exemple, ça sera différent pour toi, ça sera différent pour toi, Jérôme, aussi. Donc, on vit les émotions différemment. C'est Donc, ça. il faut arriver un peu à se détacher de ses propres émotions, du coup. Alors, il faut se détacher de sa propre histoire. Ouais. Tout simplement, Ce qui est parce pas évident, je pense. On va pas mettre les mêmes choses. Maintenant, le fait de ne pas connaître le sujet, par exemple, quelqu'un qui ne serait pas compétiteur, n'a jamais eu un passé de compétiteur et qui ferait de la préparation mentale, pourrait être tout à fait pertinent si ça va peut-être l'amener en fait à se poser des bonnes questions. Donc, s'il est correctement formé, il va apprendre à poser ces questions-là en disant tiens, je ne connais pas de quoi on parle. Raconte-moi ce que ça te fait, c'est comment, à quel moment ça se déclenche, à quel moment ça s'arrête. Il aura plein de bonnes questions, justement parce qu'il ne connaît pas. Donc, c'est tout l'intérêt d'une formation efficace en prépa mentale, c'est d'arriver à ajuster cette posture, surtout pas se dire j'ai la solution, je sais de quoi on parle, j'ai la solution pour tout le monde, mais plutôt comment tu vis les choses et apporter des outils, des réponses adaptées à chacun. Ok. Donc là, on a dévié un peu du stress, le sujet initial du podcast. Mais c'est pas grave, ça fait partie aussi ça reste des émotions oui, voilà. que les sportifs vivent, que les gens vivent dans tous les cas de tous les jours. Et ça reste un créneau assez particulier. Oui, bien sûr. Maintenant, l'idéal, c'est que, chers auditeurs, si vous avez envie de mettre en commentaire ce que vous avez pu retirer des techniques, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Tout à fait. Et si vous avez essayé ces 2 petites techniques aussi, dites-nous peut-être le sentiment que vous avez eu après ou le ressenti que vous avez eu juste après ces 5 petites minutes. Alors peut-être que vous l'avez fait en même temps que nous. Mais voilà, pour savoir justement de votre côté, c'est peut-être une pratique que vous allez faire de manière plus régulière. Mais en tout cas, c'était très sympa ces 2 petits exercices. Moi, je vais les faire juste après le podcast. Prochain épisode, on parle encore de quelque chose d'assez dense, puisque c'est la peur de l'échec. Si je me trompe pas, avec un petit peu de démotivation aussi dans le menu. Il y a un peu de démotivation, et on va parler de la peur de l'échec, on va parler de ce qui nous empêche des fois de passer à l'action, finalement. La procrastination, du coup, il me semble que c'est dans le... On n'en sera pas loin. On n'en sera pas loin. Bien souvent, c'est parce qu'on a peur de ne pas réussir qu'on ne fait rien. On procrastine. Bon, il y a plein d'autres choses aussi dans la procrastination. Donc, c'est le mois prochain. Oui, tout à fait. Donc, vous pourrez nous retrouver et on vous retrouvera donc du coup le premier mardi du mois pour ce nouveau podcast qui va être fort instructif parce que je pense également que la peur de l'échec, c'est une peur qui est présente quand même chez de nombreuses personnes, qu'on s'en rende compte ou qu'on s'en rende moins compte. Alors peut-être que du coup vous aurez le déclic lors du podcast. Merci beaucoup en tout cas Jonathan. Merci Jérôme. Et on vous retrouve le mois prochain. Salut à tous. Salut.